Bonjour, chers collègues et amis. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier professeur Charaibi de m'avoir invité à animer cette session dans le cadre des assises de l'AMCAR. Et je vais essayer de positionner l'imagerie par résonance magnétique dans l'insuffisance cardiaque. Et je commence d'emblée par dire que, en fait, ce n'est pas une technique rivale à l'échocardiographie. Vous avez vu cette excellente présentation du professeur Pascal Lim qui a montré l'intérêt de l'échocardiographie. Et je vais essayer de voir dans quel cas et comment on va positionner l'IRM dans l'insuffisance cardiaque. Comme vous le savez, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique qui s'est imposée ces dernières années. Et dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique en raison des hospitalisations fréquentes, du mauvais pronostic. C'est une véritable pandémie. La prévalence est de 3%. Quand le sujet est âgé, ça va vers 9-10%. Et donc, comme je l'ai dit, l'examen de première intention, c'est l'échocardiographie. Mais également, l'IRM, elle a un intérêt que je vais détailler. Alors, la définition universelle, toute récente de l'insuffisance cardiaque, c'est l'existence de signes associés à des anomalies fonctionnelles et structurelles cardiaques qui sont corroborées par l'élévation des peptides natriurétiques ou des signes évidents de congestion. Et l'IRM, à mon sens, va se positionner dans la mise en évidence de ces anomalies structurelles et fonctionnelles. Alors, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une technique qui est en plein essor, qui nous permet de faire en un seul examen qui va durer en fonction de la coopération du patient entre 20 à 40 minutes, de faire des acquisitions dans le sens dans des coupes ciné qui nous permettent d'évaluer la fonction du cœur, donc par la fraction d'éjection. Également, on va appliquer le tagging qui est l'équivalent du strain. On peut estimer les valvulopathies. On peut, par des techniques de rehaussement d'injection de gadolinium, on va voir la fibrose au niveau du cœur. On peut également estimer les pressions de remplissage et voir actuellement, avec des nouvelles techniques de mapping, de quantifier la fibrose et l'œdème. Et regardez ici à droite de mon écran, vous avez une équipe de jeunes américains qui ont fait, il y a une nouvelle machine d'imagerie par résonance magnétique, mais là, elle se déplace vers les patients et peut-être que dans l'avenir, on ne va pas déplacer les malades vers l'appareil d'imagerie, mais il y aura des appareils qu'on va mettre au lit du patient. Ça sera probablement dans le futur prochain. Alors, tout d'abord, c'est l'intérêt de l'imagerie, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche, mais vous allez me dire l'échocardiographie, elle est suffisante, tout à fait. Mais donc, quand on regarde les recommandations, elles s'imposent quand on a une mauvaise fenêtre acoustique. Et dans ce cas, on est obligé de faire l'IRM pour évaluer cette fraction d'éjection et par la même occasion, évaluer la fonction ventriculaire droite parce que c'est la seule technique qui nous permet de donner des volumes et des fractions d'éjection. Alors, une fois qu'on va faire cette évaluation de la fonction ventriculaire gauche, on va stadifier le type d'insuffisance cardiaque. Et c'est une insuffisance cardiaque à FEVG réduite, à FEVG préservée ou bien à FEVG intermédiaire entre 40 et 49%. Une fois qu'on a trouvé que c'est une FEVG préservée alors que le patient il a des symptômes, on peut affiner l'analyse par IRM en mesurant les pressions de remplissage, en estimant les pressions de remplissage, en estimant l'oreillette gauche, comme elle a été précisée par professeur Pascaline, qui est un indice d'évaluation des pressions de remplissage, et également en étudiant la fibrose par un mapping, soit par le rehaussement ou par le mapping, parce que comme vous le savez, dans l'insuffisance cardiaque préservée, c'est une altération de la relaxation, c'est de la fibrose interstitielle qui va entraîner cette altération de la fonction diastolique. Alors, tout d'abord, l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche, ça a été démontré il y a longtemps dans des expériences qui ont été faites aussi bien chez les modèles animaux, in vivo et ex vivo. Ils ont trouvé qu'il y a une très bonne corrélation, une très bonne précision de ces mesures des volumes. C'est une technique qui ne nécessite pas de faire un modèle d'hypothèse géométrique, c'est-à-dire comme on fait à l'échographie, on assimile le ventricule gauche à un ellipse. C'est une technique de sommation où on a la vraie reconstruction du ventricule gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est précise et il y a une forte reproductibilité aussi bien intra que inter-observateur. Donc, c'est une technique qui est précise, reproductible pour l'estimation de la fonction ventriculaire. La technique, elle est simple. On applique un certain nombre de coupes allant de la base vers l'apex et on va faire le contouring qui peut se faire de manière automatique ou semi-automatique. On va faire des corrections pour avoir une bonne estimation de cette fraction d'éjection.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites le diagnostic d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il y a un certain nombre de patients qui récupèrent environ un tiers. Soit c'est une récupération qui est complète, soit c'est une récupération qui est partielle, et ceci, c'est l'effet de certains médicaments, comme ça a été précisé dans la présentation du professeur Pascal Lim. C'est l'intérêt de certaines molécules, notamment sacubitril/valsartan, qui a prouvé qu'il y a une amélioration de cette fraction d'éjection. Et d'ailleurs, dans ce papier publié l'année dernière, l'IRM cardiaque, en cas d'insuffisance cardiaque, il faut la demander soit initialement, soit au cours de l'évolution. Donc, quand on va donner les différents médicaments de l'insuffisance cardiaque, qui sont les piliers actuellement, qui doivent être prescrits de manière obligatoire, et d'ailleurs, dans ce papier de février dernier, en attendant les nouvelles recommandations qui vont paraître l'été prochain, donc les piliers du traitement, c'est les bêta-bloquants, les anti-aldostérones, les inhibiteurs des SGLT2 et le sacubitril/valsartan, qui s'imposent comme en première intention en reléguant les IEC et les ARA2 dans un deuxième temps si le malade ne pourra pas se procurer les médicaments. Et d'ailleurs, comme ça a été démontré dans l'étude Prouva-Chef, que sacubitril/valsartan, il a une action sur ce remodelage inverse en diminuant les volumes et en améliorant la fraction d'éjection, et ceci dès 6 mois, et ça se voit même à 12 mois, et ceci concomitamment à la diminution de NT-proBNP. Alors, quelles sont les cardiopathies qui peuvent être touchées par ce remodelage inverse? Ce sont toutes les cardiomyopathies qui sont non ischémiques, surtout les cardiomyopathies, les CMD, les cardiomyopathies alcooliques ou autres. Alors là, je vous montre un exemple d'une patiente de la cinquantaine qui avait une altération vraiment sévère de sa fraction d'éjection, comme vous voyez sur ces séquences cinées, avec un ventricule gauche qui est dilaté, une altération de la contractilité intrinsèque. Donc, elle avait à l'époque 30% de fraction d'éjection. Donc, la patiente a été mise sous traitement sacubitril/valsartan avec une amélioration clinique, une réduction de son volume et une amélioration de sa fraction d'éjection qui est aux alentours actuellement de 40%. Donc, pour vous dire qu'il existe un remodelage grâce aux médicaments, il ne faut pas hésiter à faire bénéficier vos patients par ce traitement. Alors, donc, on a vu l'évaluation de la fraction d'éjection. Maintenant, quel est le rôle de l'imagerie par résonance magnétique dans la recherche étiologique? Alors, on se base sur la recherche de fibrose. Et juste pour vous rappeler, il y a 3 types de fibrose. Et il y a la fibrose de remplacement, c'est-à-dire quand un patient fait un infarctus, donc il y a de la fibrose qui va remplacer ce tissu, donc c'est une fibrose cicatricielle. Soit c'est une fibrose interstitielle, donc dans le remodelage, dans les cardiomyopathies dilatées, il y aura de la fibrose interstitielle, soit c'est une fibrose infiltrative. En fait, c'est impropre comme terme. En fait, c'est des infiltrats qui peuvent se voir dans l'amylose, qui peuvent se voir dans la sarcoïdose ou quand il y a une surcharge en fer, l'hémochromatose. Et donc, l'imagerie par résonance magnétique, elle va nous faire comme une étude, je dirais, histologique de ce myocarde. Et donc, plus vous avez cet espace de distribution qui est augmenté, cet espace interstitiel, plus vous avez le produit de contraste qui va être dans cet espace. Et quand je vais regarder ce rehaussement tardif, quand je vais injecter et 10 minutes après, on va faire les acquisitions, ce rehaussement va apparaître comme sous forme d'un hypersignal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre cardiopathie ischémique et non ischémique. Alors, parce que les cardiopathies ischémiques sont les plus fréquentes, c'est la cause la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque, et aussi, on pourrait apporter un traitement quand il y a une viabilité. Et ce pattern, il est assez typique, c'est-à-dire quand on va regarder cette topographie du rehaussement tardif, on pourra rapidement conclure c'est quel type de cardiopathie, est-ce qu'elle est ischémique ou non ischémique, parce que comme vous voyez sur ce schéma, ce sont les couches sous-endocardiques qui sont les plus vulnérables à l'ischémie, et donc le rehaussement que je vais avoir après injection, c'est un rehaussement qui est sous-endocardique, alors que dans les motifs non ischémiques, il peut être sous-épicardique dans les myocardites, il peut être intramyocardique dans les cardiomyopathies dilatées, ou bien c'est un infiltrat dans les amyloses, on y reviendra. Donc, je vais essayer de voir l'intérêt en montrant quelques cas cliniques en fonction de ces étiologies. Alors, juste pour vous dire les différentes études qui ont été faites il y a longtemps, sur des modèles canins, ils ont trouvé que sur des modèles histologiques, donc il y a une concordance entre les pièces anatomiques et ce rehaussement tardif. Donc, c'est la seule technique qui nous permet de montrer
cette nécrose à l'imagerie, donc avec une très bonne concordance. Les nouvelles techniques avec le T2 mapping, dans le même sens, ils montrent également cette nécrose. Donc, elle va nous mettre en évidence la cardiopathie ischémique, soit c'est le territoire de l'IVA, la circonflexe inférieure. Elle peut également mettre en évidence des thrombies. Elle peut mettre en évidence des infarctus qui sont localisés au niveau d'un appareil mitral ou bien une extension vers le ventricule droit. Alors, également l'intérêt, parce que comme vous le savez, dans les cardiomyopathies dilatées, la première étiologie la plus fréquente, c'est la cardiopathie ischémique, et on est amené à faire des coronarographies, mais il faut savoir que parfois, on a une coro qui peut être tout à fait normale, et chez 13% de ces cardiomyopathies dilatées, en fait, c'est des authentiques séquelles de nécrose avec une plaque qui est reperméabilisée. Donc, quand même, l'IRM permet de redresser le diagnostic en mettant en évidence une cardiopathie ischémique. Là, c'est un exemple d'un patient qui est fait dernièrement qui montre, regardez ici ce rehaussement tardif sous endocardie qui concorde avec ces techniques de T1 mapping pré et post. Celle-là, c'est en post-injection. Alors, également, l'IRM va nous montrer au sein de ces zones de rehaussement, de fibrose, des zones de non-reflow, c'est-à-dire une obstruction microvasculaire. On y reviendra quand on parlera du pronostic. Donc là, j'enchaîne avec un cas clinique. Donc voilà pour les cardiopathies ischémiques. Là, c'est le cas d'une patiente de 79 ans qui, au décours d'un deuil, elle a présenté un syndrome coronarien avec une élévation des troponines. Et quand vous regardez un petit peu son IRM, vous voyez qu'il y a une ballonisation apicale. Les segments basaux se contractent bien alors que l'apex ne bouge pas. Et c'est attesté dans une séquence de tagging. Et quand on injecte, la particularité, c'est qu'on s'attend à du rehaussement au niveau de ces zones qui ne se contractent pas, alors que là, il n'y a aucun rehaussement tardif. Ça veut dire que ça élimine le diagnostic d'un syndrome coronarien. Et donc, c'est le syndrome de Takotsubo. Le Takotsubo, c'est un syndrome qui a été décrit par les Japonais. En fait, le plus fréquent, c'est la ballonisation apicale, mais on peut avoir un taku qui est inversé ou médio-ventriculaire, ou plus rarement localisé à une paroi ou associé à au ventricule droit. Alors, la particularité, c'est que, heureusement, c'est des lésions qui sont réversibles pour la plupart du temps. Là, sur quelques malades colligés au service, on a une récupération de la fraction d'éjection au cours de l'évolution. Et l'IRM cardiaque, elle est intéressante, surtout quand à l'écho, on a toujours une persistance de ces troubles de la cinétique segmentée. On ne sait pas en fait quelle est l'étiologie. Et donc l'IRM cardiaque, quand il y a quand le trouble de la cinétique il disparaît au bout de quelques temps, on peut confirmer le Takotsubo à l'écho. Mais quand il persiste, l'IRM cardiaque va soit nous confirmer le diagnostic de Takotsubo, soit montrer en évidence les autres causes, à savoir un syndrome coronarien ou une myocardite. Un autre cas, c'est la non-compaction du ventricule gauche, qui est l'excès de trabéculation, alors que le diagnostic se fait en mesurant la zone non compactée sur la zone compactée. Donc, c'est un rapport qu'on mesure en diastole qui doit être au-delà de 2,3. Sinon, on peut mesurer la masse trabéculée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce papier récent de 2020, c'est que le pronostic des patients qui ont une non-compaction du ventricule droit, il est exactement similaire que ceux qui ont une cardiomyopathie dilatée en se basant sur l'évaluation de la fraction d'éjection. Alors là, c'est un patient de 65 ans qui est adressé pour bilan de sa dysfonction ventriculaire gauche. Donc, vous voyez bien que c'est un ventricule qui est hypokinétique avec une fraction d'éjection qui est altérée. Et quand on injecte, regardez le produit de contraste, on a un pattern qui est sous-endocardique. Donc, c'est une fibrose qui n'est pas sous-endocardique, donc ce n'est pas une étiologie ischémique, c'est une étiologie non ischémique et vu que c'est localisé, c'est probablement d'origine myocarditique. Donc, également, un autre cas, c'est des patients qui sont suivis en pneumologie pour une localisation extra-cardiaque, pulmonaire ou autre d'une sarcoïdose et on trouve des localisations myocardiques, c'est de nodules sarcoïdosiques. Alors, quand il s'agit de la phase aiguë, on a besoin de répondre à leur médecin traitant parce qu'on sait que le cœur, c'est la localisation qui conditionne le pronostic. Donc, on doit répondre, est-ce que c'est une atteinte à la phase aiguë? Donc, on a un hypersignal T2, on peut avoir une hyperémie,
dans les premières minutes après l'injection du produit de contraste, ou bien c'est un rehaussement tardif qui est sous-épicardique. Sinon, on peut affiner l'analyse par la mesure du T2 mapping. Alors, le T2 mapping, c'est une quantification de l'œdème et de l'inflammation. Quand il est allongé, ça veut dire qu'il y a une inflammation myocardique qui va imposer un traitement immunosuppresseur. Alors d'ailleurs, les malades qui ont une sarcoïdose extracardiaque, l'IRM, quand elle est normale, donc c'est une simple surveillance, mais quand il y a du rehaussement tardif, ça va changer un petit peu le pronostic de ces patients et ça pourrait imposer ou indiquer un défibrillateur chez ces patients parce qu'ils peuvent faire des arythmies qui peuvent entraîner une mort subite. Alors, on change de registre avec une insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec une hypertrophie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une hypertrophie, cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique? Vous voyez qu'il y a un épaississement des différentes parois. Au passage, il y a un épaississement du septum interauriculaire, une altération du strain, de la contractilité intrinsèque. Et quand on fait l'injection du produit de contraste, vous voyez qu'il y a une prise de contraste qui est hétérogène, qui concerne également les oreillettes et je vous laisse deviner, c'est une amylose cardiaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail qui a été publié récemment également, c'est qu'on va utiliser ces techniques de T1 mapping natif, c'est-à-dire sans injecter le produit de contraste. Et en fonction de cette valeur, on va voir est-ce que le sujet est porteur d'une amylose ou pas. Quand le T1 natif il est normal, on peut exclure le diagnostic. Quand il est élevé, on peut considérer le diagnostic d'amylose cardiaque, mais quand il est intermédiaire, là, on va injecter pour voir si vraiment il y a cette fibrose ou pas. Alors, un autre cas de figure, c'est toujours dans les insuffisances cardiaques à FEVG préservées, ça peut être une hémochromatose. Et là, c'est une technique simple pour déterminer cette pathologie. On n'a pas besoin d'injecter le gadolinium. C'est une simple mesure du T2 étoile, T2 star. Et donc, c'est une technique simple. Il suffit d'appliquer le ROI au niveau du septum. Et quand ce T2 il est abaissé moins de 20 millisecondes, ça veut dire que le malade est porteur d'une hémochromatose. Alors, enfin, dans la cardiomyopathie dilatée, on va estimer la fraction d'éjection, on va rechercher les foyers de fibrose. Et d'ailleurs, dans ce papier d'Erwan-Donald, il faut faire une IRM cardiaque chez tout patient qui a une cardiomyopathie dilatée pour évaluer la fraction d'éjection parce que c'est le gold standard et pour une caractérisation tissulaire. D'ailleurs, dans une série qui a été publiée il y a longtemps, on avait pris toutes les cardiomyopathies dilatées. On n'a pas commencé par la cour, on a commencé d'emblée par une IRM cardiaque et on a vu un petit peu le diagnostic. Donc, l'ischémie qu'elle vient en tête et on répondait en même temps est-ce que le malade avait une ischémie, une nécrose qui était viable ou non. Puis ensuite, il y a un nombre assez important de non-compactions ou de séquelles de myocardite. Alors également, on peut affiner cette recherche de fibrose par l'injection du produit de contraste, mais également par le T1 mapping. Et si on fait avant et post-gado, on peut estimer l'espace extracellulaire quand il dépasse 25%. Ça veut dire qu'il y a de la fibrose interstitielle. Donc, vous voyez qu'avec cette technique d'injection, on fait une véritable cartographie. On va éliminer les étiologies ischémiques des non-ischémiques. On peut voir les cardiomyopathies dilatées avec la fibrose intramyocardique. On peut faire le diagnostic des myocardites. Dans les CMH sarcomériques, c'est au niveau de la jonction VDVG. On peut faire le diagnostic de l'amylose cardiaque, du Fabry également, de l'hémochromatose. L'autre volet, donc après l'étiologie, c'est la stratification pronostique. Et pour la stratification pronostique, alors ce produit de contraste, plus il est étendu en matière de cardiopathie ischémique, plus il y a d'événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que quand vous avez plus de 6 segments ou un rehaussement au-delà de 60%, vous avez moins de taux de survie, vous avez plus d'événements cardiovasculaires. La même chose, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a de l'obstruction microvasculaire, donc il y a plus d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire de mortalité, de réhospitalisation et d'arythmie. Dans la sarcoïdose, là aussi, l'existence de rehaussement tardif est également accompagnée d'événements cardiovasculaires, de mort subite, de TEV et de décès par arythmie. Alors, en matière de cardiomyopathie dilatée, la même chose. Donc, ça va toujours dans le même sens. Qui dit présence de rehaussement tardif dit plus d'événements, à savoir la mortalité, l'évolution vers l'insuffisance cardiaque et la mort subite.
Donc, ici, dans ce papier également, ça a été démontré que donc, à chaque fois que vous avez du rehaussement tardif, il y a plus d'événements cardiovasculaires. Alors ça, c'est un dernier papier qui a été partagé par Dr Bennis et qui montre qu'ils ont comparé en fait la valeur de cette fibrose avec la fraction d'éjection, parce que vous savez que pour stratifier les cardiomyopathies, on a besoin de fraction d'éjection. Alors ils ont trouvé que le fait d'avoir une dysfonction VG, une fraction d'éjection moins de 35%, et le fait d'avoir de la fibrose, c'est responsable de la mortalité toute cause, c'est la responsable de la mortalité d'origine cardiovasculaire, c'est responsable d'arythmie, mais quand il s'agit de mort subite, c'est beaucoup plus la fibrose qui est supérieure à la fraction d'éjection. Et d'ailleurs, quand on cumule les deux paramètres, c'est-à-dire dysfonction VG sévère avec fibrose, et il y a plus d'événements cardiovasculaires quand on associe ces deux composantes, surtout dans la survenue de mort subite. Alors, en matière de CMH, la même chose. Donc, on va mettre en évidence la fibrose. À chaque fois qu'on la met en évidence, ça veut dire qu'il y a un risque d'arythmie. Elle existe chez 60 à 70% des patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique. Là, je vous montre un exemple de patient qui a une cardiomyopathie hypertrophique médio-ventriculaire associée à un anévrisme de l'apex. Là, un autre patient, regardez, il y a du rehaussement tardif avec un thrombus au niveau de l'apex. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que dans les recommandations de 2014 pour la stratification du risque de mort subite, les Européens préconisent l'antécédent d'histoire de mort subite, une syncope, le maximum d'épaisseur au-delà de 30, le diamètre de l'oreillette gauche, alors que les Américains qui viennent de publier récemment les recommandations dans la cardiomyopathie hypertrophique, alors ils tiennent en compte quand même le rehaussement tardif, l'existence d'un anévrisme apical et l'évolution vers une cardiomyopathie, une dysfonction ventriculaire gauche. Donc peut-être que c'est des paramètres qui peuvent affiner le risque de mort subite chez ces patients, surtout dans les risques intermédiaires dans les recommandations européennes. Alors, enfin, un autre papier qui parle de la quantification pronostique en cas de FEVG préservé. Alors, il a été démontré sur des méta-analyses de plusieurs études que la présence de fibrose, qu'un allongement du T1 mapping, qui veut dire la fibrose interstitielle, la présence d'ischémie myocardique et l'altération de la fonction VD, ce sont tous des facteurs de mauvais pronostic en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Alors, qu'en est-il de la thérapeutique? Donc, vous savez très bien que dans l'infarcture du myocarde, il ne suffit pas dans l'IRM de dire que c'est ischémique ou non, mais on va dire est-ce que ce myocarde est viable? Ça a été démontré il y a longtemps dans les travaux de Kim, il y a plus de 20 ans maintenant, que plus vous avez un rehaussement étendu, moins il y a de chances de récupération. Donc, quand c'est limité à moins de 50%, le myocarde va récupérer quand on va le revasculariser, soit par angioplastie ou bien par chirurgie. Et d'ailleurs, regardez ici, quand c'est moins de 50%, il y a une récupération de la fonction systolique. Quand c'est au-delà de 50%, il n'y a aucune amélioration, que ce soit dans les occlusions chroniques, dans les post-infarctus ou dans l'insuffisance cardiaque chronique. Alors également, un autre intérêt dans la thérapeutique, c'est quand vous avez de l'œdème myocardique, comme je vous ai parlé tout à l'heure de sarcoïdose ou bien de malades qui ont un lupus avec atteinte myocardique, on peut guider la thérapeutique, c'est-à-dire quand on va montrer des T2 mapping qui sont élevés, qui témoignent d'inflammation, le malade va être mis sous traitement immunosuppresseur et on pourra contrôler, voir que sous immunosuppresseur, il y a une nette diminution de l'inflammation. Enfin, un intérêt également chez les patients qui sont candidats à une resynchronisation. L'IRM cardiaque, elle est intéressante parce qu'elle va montrer des zones de fibrose et que vous savez que les non-répondeurs, ce sont les patients qui ont des zones de fibrose, par exemple au niveau de la positionnement de la sonde, au niveau ventriculaire ou bien au niveau de la paroi latérale. C'est pour ça qu'on a des mauvais répondeurs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des zones de fibrose où on va mettre les sondes de resynchronisation. Donc, à travers cette présentation, je vous ai mis un petit peu l'intérêt de cet IRM qui se positionne dans le diagnostic étiologique en mettant en évidence soit une cardiomyopathie dilatée, ischémique ou non, le Takotsubo, la non-compaction, dans les hypertrophies, est-ce qu'il s'agit d'une amylose ou d'une cardiomyopathie, une hypertrophie sarcomérique?
Et également, on peut affiner encore plus cette analyse avec les techniques de T2 mapping pour l'inflammation, du T1 mapping pour rechercher cette fibrose interstitielle. Juste au passage, dans le Fabry, il est plutôt diminué, c'est un dépôt d'alpha-galactosidase au niveau du myocarde. Également, les techniques de T2 étoile pour rechercher le fer intramyocardique. Et donc, ça va affiner, c'est une quantification de ces lésions myocardiques. Donc, en conclusion, je dirais que l'IRM cardiaque, elle nous permet une estimation qui est fiable de la fonction ventriculaire gauche, qui nous permet de faire le diagnostic étiologique en faisant le diagnostic des cardiopathies ischémiques et non ischémiques. Et c'est la seule technique qui va nous montrer cette fibrose. Et donc, elle va, en matière de cardiopathie ischémique, elle va montrer les lésions qui sont viables et les lésions non viables. Elle a un intérêt puissant dans la stratification pronostique et également elle peut guider la prise en charge de ces patients. Je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Merci Nawal.